Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Une fois, il n'en est mort que 6. Est-ce qu'on va dire que c'est plus grave que quand on en a tué 100? Non. Bien sûr, 6 personnes qu'on tue à Béni. C'est 6 personnes de trop. Ça nous révolte. Nos soldats sont aux trousses de ces gens-là. Mais n'allez pas prétendre que l'armée ne fait rien parce que les gens qui tuaient 100 personnes à la fois en ont tué 6. Reconnaissez quand même qu'il y a une évolution qui va dans le sens de la disparition de cette maladie honteuse qu'est le terrorisme dans le Grand Nord. Et l'armée n'a pas été envoyée là-bas pour accomplir je ne sais quel miracle ou quoi. C'est des efforts qu'on demande à ces jeunes gens. Et l'ennemi est là pour contourner notre armée. L'essentiel pour nous, c'est que l'effort soit maintenu. L'essentiel pour nous, c'est que des actes comme ceux auxquels vous venez de faire allusion ne restent pas impunis. L'essentiel pour nous, c'est que la population qui coopère avec l'armée donne suffisamment d'informations pour que l'armée puisse affiner ses techniques de poursuite et de démantèlement de ces réseaux qui sont là comme des ennemis et pas comme des amis. C'est comme si on pensait que les ADF sont là pour nous aider et qu'ils ont failli à leur devoir. Non, l'ADF c'est l'ennemi. Nous avons face à nous un ennemi. La population, la société civile, les partis politiques, l'armée, le gouvernement, nous sommes dans un camp. Beaucoup de gens oublient cela, parce qu'il y a confusion entre la guerre qui se passe là-bas et la fameuse guerre politique, les élections qu'on va avoir plus tôt. Tout le monde veut profiter des problèmes qui peuvent résulter du champ de bataille pour résoudre des problèmes de confort politique. On ne s'en sortira jamais. Il faut savoir faire l'unité, l'union sacrée face à des préoccupations sécuritaires comme cela. Beaucoup sont incapables. Et c'est ça, une maladie dont nous devons guérir dans la classe politique congolaise. Monsieur le ministre, selon l'analyse que vous faites, ça veut dire quoi que les porte-parole du caucus des députés nationaux du Nord Kivu est en déphasage avec vous? Pas du tout. Lorsqu'il dit que, par exemple, ces tueries sont sélectionnées et ciblées en direction de la communauté Nandé. Mais nous sommes parfaitement au courant. Vous croyez que notre armée est là parce que le gouvernement approuve ces tueries? Pas du tout. Le gouvernement a envoyé l'armée pour mettre fin à quelque chose que le gouvernement, autant que la population, autant que ce caucus dont vous parlez, trouve totalement inacceptable. Donc il ne faut pas faire croire qu'il y en a que les uns qui trouvent cela inacceptable et que les autres trouvent cela acceptable, comme si nous envoyions nos jeunes gens de l'armée pour aller jouer au football. Ils vont là-bas jouer leur vie pour leurs frères, pour leurs sœurs. Et c'est le gouvernement qui les envoie. Donc soyons unis. Les discours, faisons-les contre ces gens-là, les ADF et ceux qui les utilisent. Pas de discours contre nous. Pas de division dans le camp de la patrie contre ceux qui agressent la patrie. Parce que là, vous vous affaiblissez et vous affaiblissez la République. C'est tout ce que je dis. Mais nous sommes d'accord dans l'analyse avec eux. Monsieur le ministre, cette fête des tueries, sont-ils les fêtes des guerres ou alors, comme le dit Raymond Chibanda, c'est des cas de criminalité que les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à rétablir l'ordre public? Dans la plupart des cas qui sont mis en exergue, notamment par certaines ONG qui se sont mis au service de ceux qui veulent prolonger indéfiniment le mandat de la MONUSCO, sont des faits divers, sont des problèmes qui relèvent de la police, des problèmes de violation de la tranquillité publique, bien qu'il y ait aussi des cas de terrorisme, qui est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique, non conventionnelle, et qui prend aussi les formes de violation de la tranquillité publique, de l'ordre public, qui prend les formes de faits divers. Donc c'est cela, mais nous ne sommes plus face à un cas de guerre de tranchée, c'est ce que le ministre dit et que le gouvernement pense.
Il n'y a pas une guerre de tranchées qui nécessite que nous ayons 20 000 militaires des Nations Unies ici au Congo, à côté de plusieurs dizaines de milliers de militaires de la RDC. Pourquoi ne pas apporter un appui logistique aux militaires de la RDC qui sont formés pour faire le travail chez eux, parce qu'eux sont prêts à mourir pour leur peuple, comme c'est démontré. Monsieur le ministre, l'ambassadeur de France à Kinshasa conseille ce qu'il appelle la meilleure boussole. Pour lui, c'est le dialogue entre vous, le gouvernement de la République, et la MONUSCO pour arriver à un consensus. Nous n'avons jamais cessé de dialoguer avec la MONUSCO. Même lorsque le président de la République a fait des remarques extrêmement fermes et sévères sur les attitudes de la MONUSCO concernant les dossiers des deux généraux dont on dit maintenant qu'ils sont bénéficiaires de quoi? Dérogation. Dérogation trop généreuse. D'une mesure qui est censée ne même pas avoir existé, qui n'a aucun contenu légal. Le président était en dialogue. La MONUSCO, le président, monsieur le ministre, le vous président, plaidez, non? Non, nous ne sommes pas de la MONUSCO. Nous ne sommes pas un État sous la tutelle de la MONUSCO. Vous dérogez à l'application d'une loi à quelqu'un qui est soumis à cette loi. Mais ça nous permet d'avancer. La Direction générale des douanes et accises peut permettre à M. Simplice Kalunga, qui importe un véhicule utilitaire de l'Europe et qui prouve qu'il veut utiliser ce véhicule pour l'aide aux personnes handicapées à Kinshasa, une dérogation. Il dit, au lieu de payer la douane, je déroge au principe du droit commun, je vous accorde de ne pas payer la douane parce que vous allez faire une activité d'intérêt public. Mais il vous accorde cette dérogation parce que de par la loi, vous êtes soumis au paiement de la douane qui relève de son autorité. C'est exonéré. Alors, l'armée de la RDC n'est pas sous le commandement de la MONUSCO. Dites-moi au nom de quoi la MONUSCO peut punir un officier ou deux officiers de l'armée de la RDC sans passer par le gouvernement. C'est ce que le président a refusé. Et alors, le président ayant refusé cela, ces officiers étaient en train de travailler. Dites-moi au nom de quoi encore les Nations Unies peuvent venir déroger à une sanction que nous n'avons jamais pris en considération, qui n'a jamais existé. Donc il ne faut pas trop insister parce que vous allez créer des commentaires peut-être acerbes que je n'aimerais pas développer ici parce que nous voulons conserver de bonnes relations avec nos partenaires de la MONUSCO. Alors à partir de lundi, les discussions vont continuer, vont se poursuivre, vont reprendre. Est-ce qu'un consensus est possible bon, les uns et les autres entre gens de bonne volonté. Vous remettez un bémol. Entre gens de bonne volonté, oui. Un consensus est toujours possible. Si tant il est vrai que la MONUSCO est ici pour l'intérêt bien compris des populations de la République démocratique du Congo, qui sont représentées face à la MONUSCO par le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas d'autre choix que d'arriver à des compromis, d'arriver à des consensus. Vous savez, la vie commune, est faite de consensus mutuels et quotidiens. Mais, étant donné que la MONUSCO reconnaît elle-même que son destin n'est pas de rester ad vitam aeternam en RDC, et que nous demandons à récupérer toutes nos capacités en matière de sécurité en RDC, je pense que c'est déjà une possibilité de rapprochement. Tout le reste n'est que question de détails. Et on va commencer à parler de détails aujourd'hui même. Voilà. Pourquoi, dans les rangs de l'opposition, de plus en plus des voix qui s'élèvent, pour dire que, sur la conclusion que vous donnez, que seuls les FARDC, même si on parle de la montée en puissance, ne sont pas encore à mesure d'assumer seule la responsabilité de la sécurité des personnes de leurs biens en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que les leaders de l'opposition dont vous parlez ignorent la réalité. J'apprécierais que vous ne citiez pas des noms, parce qu'il y a des gens dont je n'aimerais vraiment pas surtout entendre parler. Ah bon? Sur lesquels je n'ai pas envie de disserter, parce que pour ceux qui les représentent, sincèrement... Ce sont des hommes politiques, oui, hommes politiques, nous sommes tous. Je préfère même qu'on m'appelle homme d'État que homme politique.
parce qu'on voit qu'on partage cet honneur avec certains. Donc bref, il y a des responsables dans l'opposition qui ont leur point de vue. Je ne crois pas que ça part de l'ignorance. Ils savent bien ce qu'est leur armée. Il n'y a aucun Congolais ici, peu ou prou, qui ignore que les forces armées sont en train de retrouver leur pleine capacité. Je pense que c'est de l'antipatriotisme. Des gens qui parlent comme ça ont choisi leur camp. Ils ont choisi de vendre pratiquement, entre guillemets, la souveraineté de leur pays à leur confort personnel. Être au pouvoir par un raccourci que peut faciliter la communauté internationale. Parce qu'il y a des gens dans la communauté internationale qui viennent avec des gros sabots faire croire aux gens que c'est eux les faiseurs de rois en Afrique. On voit même des Africains comme nous, des jeunes gens, nos petits frères, nos enfants, qui viennent à Kinshasa, ils viennent de Dakar, ils viennent de Ouagadougou, et ils veulent faire des rois au Congo ici. Au lieu de nous respecter. Nous sommes quand même en position de grands frères en Afrique. Vous voyez des gens qui viennent d'un pays de 11 millions d'habitants, ils veulent nous montrer comment on s'organise. À ce géant ici, vous allez montrer comment il faut s'organiser, comment organiser les gens. Vous représentez seulement la ville de Kinshasa, vous venez nous donner des leçons ici de démocratie. Vous venez donner des leçons de démocratie et de dignité aux descendants de Lumumba. Un peu de modestie. Donc il y a des gens qui ont choisi de ramer sur cette voie-là. Je ne pense pas que c'est rationnel de leur part. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils assument leur choix. Ce n'est pas un débat que moi je préfère avoir. Ils savent que l'armée congolaise est capable d'assumer aujourd'hui toutes ses responsabilités en matière de sécurité. Et s'ils étaient au pouvoir, c'est le langage qu'ils utiliseraient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour y arriver, même à détruire la réputation de leur armée, même à démoraliser leur peuple, même à démobiliser leur armée. Et c'est ça que je trouve vraiment regrettable. Monsieur le ministre, alors vous faites allusion à ce que vous appelez ces gens-là. Alors tout le monde a compris, il s'agit de 4 Sénégalais et Burkinabés déclarés persona non grata par le gouvernement de la République démocratique du Congo, expulsés. Ils sont arrivés chez eux, accueillis là-bas chaleureusement, à bras ouverts, comme on dit les médias occidentaux, et ils ont jubilé. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, ils disent ils vont pas en démordre, ils vont continuer à réseauter avec les leurs, qui sont les Congolais, qui sont restés ici pour continuer leur action. Intellectuellement, je suis intéressé à savoir comment ces petits gaillards vont continuer, comme vous le dites, leur travail, comment ils vont changer de système politique en RDC à partir de Dakar, comment ils vont nous imposer des leaders qui vont diriger nos institutions à partir de Ouagadougou, mais c'est vraiment de la présomption. C'est le crapaud qui se fait aussi grand que le bœuf. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Chacun fait son lit comme il l'entend. Vous voulez changer le Burkina Faso, changez-le comme vous voulez, vous êtes burkinabé. Il n'y a aucun Congolais qui est allé au Burkina Faso. Il y a eu des racontars ici dans les médias sociaux et tout ça, les réseaux sociaux, tel monsieur de la famille politique du chef de l'État. Personne ne s'est soucié de cela. Pourquoi ils viennent ici chez nous? Qu'ils laissent les Congolais résoudre leurs problèmes. Nous avons nos problèmes et nous avons des solutions à nos problèmes. Personne n'a besoin d'un Burkinabé pour résoudre les problèmes de la RDC. Personne n'a besoin d'un Sénégalais pour résoudre les problèmes de la RDC. Qui leur a demandé de venir? Et ils viennent ici enseigner à nos militants, à nos enfants quoi? À dire il y en a marre. Vous avez marre de quoi? Vous avez marre de votre vie? Vous avez marre de votre pays? Vous avez marre de vous-même? Mais nous avons connu ce type de courant culturel ici. Silaouka, Situtuka, Tiamutubakata, tout ça. Mais c'est ça, il y en a marre. Vous croyez que vous allez mobiliser un peuple pour sa renaissance sur des idées comme ça, Tiamutubakata. Il y en a marre. Balayez-moi tout ce qui existe. Mais c'est quoi? Dans les années 60, lorsque les gens s'entretuaient ici, il y avait un major de la rébellion de Kisangani qui s'appelait Kifakio, le balai. Son rôle, c'était arriver quelque part et tuer tout le monde. Et c'est ça l'idéologie? Venir balayer. C'est quoi? Balayer quoi? Un pays que vous ne connaissez pas, qui n'est pas le vôtre. Vous venez balayer quoi? Au nom de quoi?
Vous insultez même vos amis congolais en disant vous n'avez pas d'idée, vous ne valez rien, c'est moi le petit rappeur burkinabé qui va venir vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut respecter les Congolais. Il faut que les Africains respectent les Africains. Il ne faut pas singer les Européens qui prétendent avoir des leçons à nous donner. Aucun Sénégalais n'a de leçons à donner à un Congolais. Et aucun Congolais n'a de leçons à donner à un Sénégalais. Et aucun Burkinabé n'a de leçons à donner à un Congolais. Tout comme un Congolais n'a pas de leçons à donner à un Burkinabé. Alors, cessez de singer les Européens. Ça ne m'étonne pas que c'est les Européens et les Américains qui ont financé cela, parce que ne voulant plus agir à découvert, ils ont trouvé comme toujours des portefaix, des gens qui viennent agir à leur place. Vous savez, les esclavagistes qui vendaient nos frères au Brésil ou aux Amériques, c'était des Africains aussi, qui venaient soi-disant pour nous civiliser. Donc, quand est-ce que nous allons cesser à avoir cette mentalité d'esclavagiste qu'on utilise pour mieux asservir les autres peuples, avec des discours que des nègres payés à Paris déversent pour féliciter? Vous allez féliciter des gens pour avoir brûlé leur parlement? Où a-t-on vu une chose comme ça? Au lieu de réussir à changer un système et à garder vos biens, les biens que vous avez payés avec l'argent des impôts, vous brûlez et vous dites non, il y en a marre. Nous, on n'a pas marre. Nous, on veut construire notre pays. Nous, on ne veut rien perdre. Nous, on ne veut rien brûler. On a marre de personne. On va demander au peuple qui il veut et celui-là va nous diriger jusqu'au moment où la Constitution met fin à l'exercice de son pouvoir. Alors ne venez pas avec vous, il y en a marre, ceci, cela. Ça ne marche pas. Alors, ils ont été accueillis. J'ai appris qu'il y avait des cris contre le président Kabila, mais des Sénégalais qui crient contre le président Kabila, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il est quoi par rapport à... On est dans quel monde là? Oui, dans quel monde? Quelqu'un qui n'est pas votre président, vous ne l'avez jamais voté, il ne viendra jamais chez vous exercer un leadership, vous n'avez rien à lui demander, et vous manifestez contre lui. Mentalité d'enfant gâté, manipulation des Occidentaux. Attendez, est-ce que le gouvernement de la République peut élever une protestation sur ça? Il n'y a pas de... C'est tellement ridicule, c'est tellement bas. Et nos relations sont tellement correctes avec ceux qui dirigent que ce n'est pas ceux-là qui représentent le Sénégal. Mais les chefs d'État légitimes d'un pays étranger, bon, qui va être vilipendé dans un aéroport par des gens comme ça. Mais écoutez, l'ambassade fait ce qu'elle peut, c'est tout. Mais pour nous, ils ont tenté de venir ici. Ils n'ont pas eu même la possibilité de faire un seul pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui veillaient à la sécurité des Congolais, ce qui se fait au Congo le soir par des Congolais, qui sont majorité. Donc il y en a marre, les croix, ce n'est pas pour nous. Nous avons nos propres structures ici. Alors par rapport à ça, monsieur le ministre Lambert Malanga, quel va être maintenant le sort d'abord des Congolais qui étaient avec ces gens-là? Nous supposons eux qui les ont invités à venir se mêler de nos histoires. Mais c'est eux qui les ont invités, ils doivent se justifier. Le procureur va décider, peut-être qu'on va les relaxer, peut-être qu'on va estimer qu'il n'y a pas eu beaucoup de dommages, il n'y a pas eu de blessés dans cette histoire, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu pratiquement de destruction. Bon, le procureur va décider. Je ne peux pas me mettre à la place du procureur. Alors, à la suite, quel est l'essor du fameux Filimbi, en swahili, pour dire siffler en français, comme mouvement d'action pour la gouvernance, comme il le disait? Quel est l'effort que le gouvernement vous a... C'est des imitateurs. C'est des imitateurs. C'est vraiment extrêmement dégoûtant. Ça fait depuis la conférence nationale que les gens sifflent quand ils ne sont pas contents. Ça fait depuis les élections que les gens sifflent quand ils ne sont pas contents. Le 20 janvier, les gens sifflaient au Parlement. Alors, Filimbi, ça devient une découverte maintenant. Les sifflets ont été importés de Dakar et du Burkina Faso. Non. Filimbi, je ne sais pas si c'est sifflet que ça veut dire. Est-ce que c'est la première fois qu'on a sifflé ici au Congo? Et pour siffler ici au Congo, il faut faire venir des gens du Burkina avec des chambres dans leurs valises. Est-ce que c'est ça qu'on nous promet comme révolution ou quoi? Si les Congolais veulent siffler chez eux, ils sifflent. Pourquoi ça doit être un Sénégalais qui vient siffler ici au Congo? Vous croyez que pour qu'un Congolais siffle, il faut qu'un Sénégalais lui apprenne à siffler? Mais c'est une injure faite aux Congolais. Laissez les Congolais mener leur opposition comme ils l'entendent au Congo. Respectez-les. C'est tout ce qu'on demande à ces jeunes gens. Faites votre révolution chez vous. Vous n'aimez pas Ouadé. Ouadé, c'était votre président. C'est votre problème. Qui a demandé à un Sénégalais de venir choisir notre président ici? Depuis quand un Sénégalais va venir choisir, refuser, accepter un président ici?
Quand j'entends tous ces Français qui parlent dans leur radio, leur télévision, oui, les militants antidémocratie qui ont été arrêtés, et ils ne disent pas que c'est des étrangers. Moi, je vais aller en France, commencer à organiser des manifs contre tel ou tel camp politique en France, et ils vont me laisser libre. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Tout ça, c'est une tentative de chosifier l'Afrique, une tentative d'opposer les Africains entre eux, et il y a des petits naïfs qui mordent à ça parce qu'on donne 100 000 euros ici, 2 000 euros là-bas, etc. C'est ridicule, moi j'ai honte. Qu'est-ce que vous répondez à ces téléspectateurs des Nouvelles Donnes de Sydney, un Congolais, qui se demandent s'il n'y a pas eu quand même, si le mal a été fait, il y a eu des failles au niveau de nos services. Comment se demande-t-il? Il m'a envoyé un SMS. Des gens comme ça ont pu se voir délivrer les visas d'entrer en République démocratique du Congo. Ils arrivent à l'aéroport international d'Indjili et ils franchissent la frontière pour entrer au Congo. Bah, il aurait mieux fait de poursuivre le raisonnement. Quelles sont les responsabilités? Il aurait mieux fait de poursuivre le raisonnement en disant, puis ils commencent à s'adonner à leur entreprise de déstabilisation et se font coincer aussitôt. Voilà. Je pense que c'est ça la réponse. Il fallait les laisser aller jusqu'au bout de leur logique parce que c'est pédagogique. Parce que les petits malfrats, ils se croient toujours plus malins que les services chargés de l'ordre public. Et donc ici, leur démontrer la vanité de leur projet, parce qu'ils prétendent qu'ils ont été au Mali, ils ont fait ça, ils ont été au Niger, mais la RDC n'est ni le Mali ni le Niger, pas plus qu'il n'est le Sénégal ou le Burkina Faso. Il fallait leur montrer, par l'absurde, que ces tentatives de déstabiliser un pays qui essaie de résoudre ses problèmes, nous n'avons jamais dit que nous n'avons pas de problèmes, mais nos problèmes sont nos problèmes. Ce n'est pas des problèmes il y en a marre du Sénégal, ce n'est pas des problèmes du Burkina Faso. Ce sont des problèmes des Congolais. Alors il fallait leur donner cette leçon pour leur dire c'est inutile de vous agiter. Ici, il y a des hommes et des femmes qui sont jaloux de la souveraineté de leur pays. Alors occupez-vous de votre pays, laissez leur pays tranquille. Il fallait que cette leçon fût donnée. Et donc je félicite les forces de police, je félicite les services consulaires, je félicite les forces d'intelligence qui ont agi en concertation pour attraper ces malfrats, la main dans le sac, et les renvoyer. Ils font la fête, mais ils font la fête pour avoir échoué. Si vous avez eu un projet que vous avez échoué, vous ne fêtez pas. Ils ont échoué, maintenant ils sont au Sénégal. Vous allez changer le Congo au Sénégal. Vous allez changer le Congo au Burkina Faso. C'est un échec grâce justement à l'intelligence de nos services. Alors, des élections générales à venir chez nous, en République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, un groupe d'opposants congolais a fait le déplacement des États-Unis. Nous savons ce qui s'est passé là-bas, monsieur le ministre. Mais juste au lendemain de ces voyages aux États-Unis, il y a un autre opposant, un député. Vous allez encore dire les noms des gens. Je cite les noms des gens. Mais vous, les politiciens, quand vous faites des déclarations sur la place publique, attendez-vous à des réactions que nous, les journalistes, nous faisons notre travail, nous citons les noms quand nous en avons des preuves. Qui vient de mettre en place un nouveau courant dénommé classe politique, nouvelle classe politique et sociale, et c'est donc comme but de libérer les Congolais. Je crois que la sortie officielle va avoir lieu aujourd'hui, samedi. Libérer les Congolais mentalement, pour se départir des influences étrangères. Ah, j'ai entendu parler de cette initiative d'un député de l'opposition. Vous appuyez, vous le saluez? Oui, je salue cette initiative. Je pense que ce n'est pas parce qu'une idée vient d'opposition qu'elle est mauvaise. Je pense que la classe c'est en réaction à ceux qui sont la classe politique congolaise, surtout dans l'opposition, a besoin d'une sorte d'aggiornamento. Il faut que les gens se remettent en cause. Il n'est pas possible que 55 ans après l'indépendance, on trouve encore des politiciens congolais qui vont à la métropole, entre guillemets. Bien sûr, en Europe, on a découvert leur petite pécadille, tout ça, alors il faut aller aux États-Unis, là où on n'a pas encore tout à fait la maîtrise de leur dossier, pour demander, supplier
les maîtres du monde à venir s'immiscer dans les affaires domestiques de notre pays. Vous savez, ces ingérences-là, quand on les demande et quand elles commencent, on sait évaluer comment ça se passe. Mais jusqu'où ça va aller, personne ne le sait. Peut-être que ça va emporter même ceux qui sont allés négocier. Parce que vos intérêts ne sont pas nécessairement ceux de la puissance que vous invitez à venir reprendre en main les intérêts de votre pays. Donc c'est de l'insouciance, c'est de l'inconséquence politique. Et moi je salue ce député de l'opposition qui a... M. Mikaï, oui, bien sûr, quand c'est dans le bon sens. Pourquoi pas M. Mikaï qui a lancé cette espèce d'alerte qui s'adresse à nous tous. C'est pas seulement à l'opposition, bien que l'opposition est allée un peu jusqu'à la caricature. Mais même dans la majorité, il en est qui croient que rien ne peut se faire dans nos pays sans l'aval des anciens maîtres et des maîtres actuels du monde. Or, nous devons vivre dans l'idée que ce pays, il est à nous, que nous n'avons pas de maîtres, nous avons des partenaires, et qu'il faut absolument faire en sorte que chaque jour, la RDC soit de plus en plus contrôlée par les Congolais eux-mêmes, et que l'histoire de notre pays soit écrite par nous, au lieu d'aller inviter d'autres à venir écrire l'histoire. Vous vous imaginez des gens qui vont même demander qu'on leur permette qu'on leur désigne un candidat commun entre eux. Donc ils vont un peu faire une sorte d'examen de passage pour que les maîtres disent oui, celui-ci écrit mieux, celui-ci défendra mieux nos intérêts, mais dans quel monde vivons-nous? Donc j'appuie cette initiative du député. Alors vous parlez des désignés, la demande qu'ils ont faite là-bas, au pays de l'oncle Sam, les désignés, je sais pas, un dauphin commun. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite phrase des Herman Cohen, hein, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, hein, et lobbyiste du gouvernement rwandais aux États-Unis. Alors vous ajoutez, oui, c'est une précision d'État. Absolument. Bon, alors Herman Cohen, il dit, son pays, les États-Unis d'Amérique, hein, n'a pas encore trouvé un dauphin pour Joseph Kabila Kabange. Mais d'abord, ce n'est pas le rôle des États-Unis d'Amérique de trouver un dauphin pour qui que ce soit dans un pays qui n'est pas les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, on ne voit pas comment le représentant des intérêts d'un pays voisin de la RDC est le meilleur porte-parole des intérêts de la RDC. Pourquoi nos amis ne trouveraient pas des lobbyistes pro-RDC qui parleraient de la RDC, en faveur de la RDC? Pourquoi aller se mettre à la traîne de quelqu'un qui a déjà un autre patron dans la région et dans le continent africain qui n'est pas la RDC? Ce sont des questions que je me pose. Voilà. Bon, alors, on va évoluer, Monsieur le ministre, pour aborder les chapitres de la justice. Bosco Ntaganda, toujours dans les mains de la justice internationale, à la la CPI là-bas, les juges viennent de décider de délocaliser l'ouverture du procès de Bosco Ntaganda à Bunia, en Ituri. Vous en dites quoi, Monsieur le ministre? Théoriquement, ce serait quelque chose de bien parce qu'il faut une pédagogie dans toutes ces procédures internationales pour des faits qui révoltent la conscience de l'humanité, qui sont humainement inacceptables. Il faut absolument envoyer un signal et aux victimes et aux apprentis seigneurs de guerre qui pullulent dans notre pays. Même dans cette ville, il y a des gens qui rêvent à une carrière de seigneur de guerre. Même ceux qui vont aux États-Unis cherchent en fait des sponsors pour être même seigneurs de guerre parce qu'ils sont prêts à tout, même à empêcher qu'il y ait des élections. Hein? Et donc, je pense que pédagogiquement, ça serait une bonne chose que ce procès ait lieu dans notre pays, mais il faut que toutes les conditions de sécurité soient remplies. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur devront garantir de bonnes conditions. Nous, en ce qui nous concerne au ministère de la Communication, nous ferons en sorte qu'il y ait un reportage nationwide, que toute la nation puisse suivre cela, et avec l'impact de la RTNC dans le monde entier, que aussi des Africains, des Européens, des Américains suivent ce qui a pu se passer là-bas d'horrible, pour qu'ils comprennent le drame que ce pays a traversé et que beaucoup essayent de minimiser.
Alors, vous entendez parler comme ça, la CPI attend l'aval du gouvernement de la République, donc vous allez le donner. Il faut que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur puissent faire un travail et garantissent le gouvernement de la bonne fin de cette initiative, et à ce moment-là, le gouvernement donnera son feu vert. Alors, on va terminer sur ce chapitre en rapport avec les fameux 100 jours traditionnels de tout gouvernement. Dans tous les pays du monde, où le gouvernement de cohésion nationale vient d'accomplir, de totaliser 100 jours aux commandes des affaires. Alors, monsieur, vu les missions vous assignées à ce gouvernement de cohésion nationale par le président de la République, Joseph Kabila et Kabange, vous, mission accomplie, vous? Oui, je pense qu'il appartient au peuple congolais et à nos partenaires de pouvoir élaborer un bilan objectif, quoi qu'il en soit. 100 jours après le deuxième gouvernement Matata, force est de constater que nous avons maintenu le cap, ça personne ne dira le contraire. L'économie se porte... Si, un député national, l'économie se porte... Tableau complètement noir et plein, il parle de faillite. Bon, ça c'est les critiques rituelles de gens qui ne peuvent plus raisonner tellement ils sont obnubilés par le fait qu'ils vont perdre les élections, ne m'intéresse pas. Frapper des sociétés politiques, ici nous parlons de choses objectives, rigoureuses, il y a des chiffres, les chiffres vous ne les fabriquez pas. Les chiffres sont là, le PNUD publie des chiffres, le FMI en publie d'autres. Nous venons de recevoir un très haut responsable du FMI, le vice-président, je crois, M. Lipton, qui a dit « En venant au Congo, j'éprouvais comme un malaise. En repartant du Congo, je me rends compte qu'on m'a gavé de mensonges sur le Congo. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne communiquez-vous pas à l'étranger pour faire connaître ces belles performances qui sont les vôtres ?» Je cite M. Lipton, vice-président du Fonds monétaire international. Mercredi prochain, le 25, le gouvernement, ensemble avec tous ses partenaires au développement, FMI, PNUD, Banque mondiale, FNUAP, etc., nous allons organiser une communication avec vous des médias, avec la société civile, avec beaucoup d'invités, pour indiquer dans Nouvelle Donne exactement ce qu'il en est de tous les engagements en matière de développement du gouvernement de la République démocratique du Congo, indiquer où nous en sommes par rapport aux objectifs que nous devons atteindre. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges qui sont déversés sur l'opinion nationale et internationale à cause de motivations politiciennes qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est aussi une motivation politicienne lorsqu'on a entendu dire par rapport à ces 100 jours du gouvernement de la cohésion nationale, un député national de l'opposition, il affirme, pour lui, le seul espoir qui reste pour le peuple congolais, c'est l'alternance en 2011. 2016, vous savez, pardon. L'alternance, on ne l'a pas par une sorte de... Et ça est chi les 100 jours. On n'obtient pas l'alternance à force d'en parler seulement. Alternance, alternance, et puis elle vient. Non. Descendez dans l'opinion. Demandez à la population si elle se sent bien dirigée ou non. Demandez si elle apprécie les performances de ceux qui sont en place ou non. Faites valoir votre propre projet. Qu'est-ce que vous ferez à la place? Et laissez-le décider. Ce peuple-là, que tout le monde invoque, on oublie que c'est lui qui nous a mis là. Aujourd'hui, c'est comme si c'est l'opposition qui est la majorité et c'est nous qui sommes l'opposition. Mais il parle au nom de qui? Nous avons été élus par ce peuple-là. Qui vous dit que ce peuple n'est pas content dans sa majorité de ce que nous avons fait de ce pays en termes de sécurisation, en termes de stabilisation, en termes d'agrégat macroéconomique, en termes de social, l'éducation, la santé, etc. Qui a dit ça? Donc, l'alternance, ce n'est pas l'idée que tel opposant qui s'aime beaucoup devienne président. Non, non. Et l'alternance, ce n'est pas une valeur absolue. C'est la volonté du peuple. Le peuple peut même ne pas vouloir l'alternance. Ça s'est déjà vu. Le peuple peut dire, je suis suffisamment satisfait de ce qui existe, je continue avec ça.
Donc il ne faut pas venir engager le peuple comme si un député est le peuple. Non. Le peuple se décide à la faveur des élections, monsieur. Alors, un peu de patience, un peu de modestie. Attendez, le soir de la proclamation des élections, on verra bien si c'est vous qu'on va choisir pour cette alternance ou si c'est notre famille politique qui va continuer. Mais dans le même peuple, monsieur le ministre, on entend dire aussi que le peuple a peur de faire ses sauts vers l'inconnu. Il y a tous le peuple a toujours raison. Oui. Si c'est ça qu'il dit, c'est que c'est ça le chemin de la raison. On connaît Joseph Kabila et son action. Le peuple a toujours raison. Mais les sauts vers l'inconnu, là. Mais moi je vous dis ceci, je ne sais pas si cela est vrai. Je n'ai jamais fait ça. Moi je suis journaliste et moi j'entends des tout, le côté. Hein. Mais le peuple a toujours raison, vivons avec cette idée-là. Le peuple n'a pas raison uniquement lorsqu'il partage mes points de vue. C'est ça la faute que certains dans l'opposition commettent. Que le peuple n'a raison que lorsque ses points de vue rencontrent les miens. Non, le peuple a toujours raison. Si elle estime faire confiance à ce qui est connu, eh bien c'est ça l'intérêt du pays à ce moment-là. Il faut s'incliner. Et je suis sûr qu'ils seront obligés de s'incliner. Moi je lis un peu comme dans un livre ce qui va se passer. Beaucoup d'amertume, mais ils s'inclineront. Votre mot de conclusion. Le peuple a toujours raison et je pense que le mot de la fin pour moi, c'est de remercier ce peuple, de garder son calme, de garder sa confiance en lui-même. Il y a tellement de gens qui veulent faire perdre confiance en notre peuple, parce que beaucoup de gens veulent diriger le peuple congolais sans être congolais eux-mêmes, et utilisent pour cela la grande boulimie politique de certains dans l'opposition, qui sont prêts à vendre père, mère et enfant, pourvu qu'on leur cède une partie du colifichet du pouvoir. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Lambert Mendeo Malanga, porte-parole du gouvernement de la République, c'est lui. Moi, c'est Simplice, Divine Kalunga Wakalunga Kasongo. Merci à vous de nous avoir regardés depuis le début de l'émission, où que vous soyez, de partout dans le monde. Merci à Pierre Monda qui a réalisé cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.